Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Merci de l'invitation. En cette période, ça permet aussi de revoir un petit peu notre basket et notre façon de voir les choses. Donc, c'est plutôt intéressant. Voilà par rapport à ça. Alors, l'idée globale de l'intervention, même si ça reste sur les fondamentaux au service du pré-collectif, pour moi, ça a été de partager un petit peu mon passé et mon présent et de mettre une corrélation entre tout ça, entre mes expériences au sein de Trégueux à l'époque, et mes expériences que j'ai pu voir aussi à l'étranger, mais les expériences que j'ai pu aussi avoir sur le haut niveau. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de relativement simple, mais sur des principes qui sont qui sont généraux pour moi parce que ce sont des choses que j'utilise quasiment tous les jours. Voilà. Alors, la première chose, c'est faire un petit retour sur les acquis d'expérience et sur le fonctionnement que je pouvais avoir à l'époque de mes années de TBCA, et tout particulièrement sur la partie U15, section sportive, parce que c'est pour moi la plus grande chose qui a été créée à l'époque là-bas. C'était cette section sportive, et notamment avec un bon 60-70% de joueuses U13 à l'époque. Donc on avait fait, c'était vraiment une volonté de développer des joueurs pour faire un test, pour voir si en entraînant plutôt plus souvent des joueuses, on allait arriver à les développer sur du haut niveau. Donc nous, à savoir qu'à l'époque, on était sur 5 entraînements semaine sur des U13 du coup. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur d'avoir cette notion de développement forte. C'est-à-dire que sur ces 5 entraînements, la répartition des fondamentaux dans les entraînements, je dirais que c'était à peu près 80% de développement individuel. C'est-à-dire que 80% du temps, les joueuses avaient un ballon dans les mains ou étaient en confrontation directe de 1 contre 1. Je dirais que les 20% qui suivaient étaient sur des jeux réduits, beaucoup de jeux réduits, de façon à ce que chacune et chacun ait le maximum le ballon dans les mains et que chacun et chacune ait le maximum d'espace pour créer, pour éviter trop vite la situation d'échec, parce qu'à cet âge-là, on avait une situation d'échec qui arrive très rapidement. En fait, en U13, U15, souvent quand on rentre dans une dynamique de 1 contre 1, on se rend compte que l'échec arrive très tôt. Voilà. Plus on évolue et plus on a cette notion d'échec. Donc, c'était vraiment une volonté d'être sur ce jeu dans un premier temps de surnombre et ensuite réduit 2 contre 2, 3 contre 3, et sur une volonté vraiment de traverser le terrain. On avait fait en sorte, sur les 20% du coup qui restaient sur le jeu réduit, c'était l'objectif, on le verra à la fin, c'était de travailler sur un collectif qui pouvait amener le porteur de ballon à être dans le maximum d'espace pour jouer. Et là encore aujourd'hui, moi par exemple, aujourd'hui j'ai Kaloué Diné qui est une grosse joueuse balle en main. Et moi, mon objectif quand elle a le ballon, c'est de lui libérer le maximum d'espace. Voilà. Le problème de cette année, c'est qu'on n'avait pas assez de qualité de tir longue distance et du coup, c'était un petit peu handicapant. Mais voilà, on est toujours dans cette logique-là. Et les moyens humains, c'est important d'en parler, je pense, parce qu'il y a une vraie répercussion sur ma façon d'entraîner aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, je faisais en sorte de prendre toutes les âmes charitables pour venir m'aider, que ce soit pour relancer un ballon, que ce soit pour prendre des rebonds, que ce soit voilà. Et je me rappelle d'Elena Yankova, qui était une joueuse avec moi en F2 à l'époque, et qui venait tous les soirs. Elle venait avec moi tous les soirs et après elle rentrait avec moi pour s'entraîner du coup avec l'équipe, avec son équipe. Et en fait, ça a été un vrai déclencheur pour moi de comprendre qu'il fallait travailler à plusieurs, même si ce sont des entraîneurs qui n'ont pas le niveau pour entraîner. Il y a toujours une mission possible d'eux. Et après, il y a des gens qui vont être curieux. Et voilà. Moi, sur ma répercussion au niveau, il faut savoir que cette année, on était en moyenne 3-4 sur les entraînements pour 9 pros seulement. Et la répercussion que ça aura sur les années à venir, parce que là, je le peux et j'ai trouvé du monde et j'ai réussi à intéresser. Et maintenant, le projet commence à prendre forme. L'année prochaine, on sera 5 à 6 entraîneurs pour 9 joueuses pro sur les entraînements. 9-10 joueuses pro, on ne sait pas encore, mais voilà. Donc, ça, c'est un point qui est important. C'est que pour moi, le fait d'avoir du monde, c'est très important. Ah ouais, j'avais une discussion avec Goulven la semaine dernière là sur le plus important. Et moi, l'idée, c'est je sais que tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir être 5-6 à l'entraînement, mais en fait, on croit qu'on n'a pas les moyens. Mais pourtant, je pense que votre rôle en tant qu'entraîneur, c'est d'être
un homme ou une femme de projet. Et un homme et une femme de projet, ben, c'est quelqu'un qui emmène les gens avec soi. Peu importe le niveau, il y a toujours possibilité d'avoir quelqu'un avec soi et de mettre la bonne personne à la bonne place. Sur mon organisation du temps de travail, moi, c'est très important, c'est-à-dire que tous les matins sont consacrés au développement individuel de la joueuse, sur des fondamentaux individuels, sur des situations de pré-collectif sans opposition, avec opposition parfois en fonction des jours. Mais aujourd'hui, le travail des fondamentaux, pour moi, ça correspond encore à 40-50% du temps parce qu'on on n'a pas forcément beaucoup de moyens, nous, mais même, je crois que sur le très haut niveau, ça se fait aussi, hein, sur les équipes avec beaucoup de budget. C'est-à-dire que on prend des gens qui ont un projet aussi personnel et c'est important de ce projet personnel de l'inclure. Voilà. Dans l'organisation du temps de travail aussi, c'est que on développe les gens sur les fondamentaux en fonction du temps de ce que l'on veut travailler. C'est-à-dire que si le soir, on va être sur un travail de pick and roll, nous, on va être beaucoup sur le pick and roll le matin. Et tous les matins, pendant un cycle, on va être sur pick and roll. Et après, on va passer sur des camps sortants où on va un peu mélanger, où on va répartir un petit peu les joueuses en fonction de leurs points forts. Voilà. Et quand je reparle de réinvestissement dans le jeu, c'est ça, c'est trouver cette cohérence-là. Voilà. Moi, l'objectif, c'est de créer des habitudes constamment. Et il y a un petit point sur lequel on reviendra, c'est que la variété des fondamentaux est très importante, mais pour autant, la variété de la forme de travail n'est pas très importante. Mais ça, on verra juste après. Juste un petit point qui est très important, et on va y passer rapidement, sur le risque de la spécialisation, à mon sens. Ça, c'est une étude NCA qui est que 88% des joueurs ou joueuses NCA ont fait un autre sport durant leur high school, durant l'université. Voilà, donc 88% des joueuses ont fait ou joueurs ont fait autre chose. Et là-dedans, on s'aperçoit qu'il y a 46% des joueurs ou joueuses qui sont spécialisés qui ont plus de risques de blessures fortes. Donc moi, je fais un appel à tous les entraîneurs. Il y a un petit risque aussi de burn-out. Hein, il y a des gens qui quittent plus vite le sport quand ils sont là depuis toujours. En fait, c'est fréquent de voir des gens qui font du basket depuis tout petit quitter en U18. Voilà, ça c'est quelque chose qui est assez fréquent. Et ça, c'est un appel un petit peu pour dire que ben attention, on a un sport qui rentre trop vite, trop vite dans la spécialisation. Et il faut vraiment qu'on arrive à ne pas avoir cette spécialisation dans un premier temps et à aller vraiment vers d'autres sports. L'autre chose aussi, c'est vous expliquer un petit peu nous notre projet sur le projet un petit peu Landerneau amateur, ce qu'on a essayé de mettre en place pour la saison prochaine et qui me paraît très cohérent. C'est se servir des autres sports. Nous, on a de l'athlétisme à côté, on a une maison des sports, c'est-à-dire avec des employés qui s'occupent de différents sports. Et la volonté qu'on a sur les U9 et les U11, c'est de mettre 3 créneaux de sport, sauf que le 3e créneau est un créneau basket et qu'ils n'y ont le droit que si ils ont fait leur séquence d'athlétisme et leur séquence de multisport. On a décidé de mettre U9 athlétisme et multisport en U11 pour avoir une vraie cohérence sur le fait de savoir courir avant de pratiquer un sport. Voilà. Donc ça, c'est le projet et ça, c'est un petit appel. Attention, ayez toujours avec vous, alors même si vous avez des petits créneaux, vous vous rendez compte que faire un foot de 5 minutes avant le début de l'entraînement, ben, c'est pas grave. Utilisez-les ces 5 minutes. C'est ludique, ça ramène quelque chose de différent et surtout, ça apprend aux jeunes à se servir de leurs pieds et avoir une mobilité qui est différente de celle du basket. Et la richesse est énorme. Pour avoir discuté avec Sabine Jura, préparatrice physique de l'équipe de France, elle est allée aussi à l'INSEP, elle me dit, moi, les jeunes que je reçois ne sont plus capables de courir. Ils ne sont plus capables de courir. Quand on leur demande le nombre de personnes qui sont déjà allées faire un footing en forêt, la réponse souvent c'est 0. Et c'est très important pourtant. Voilà. Les 3 thèmes qu'on va aborder, le jeu de relance, le jeu de 1 contre 1 et le collectif au service des fondamentaux. Et là, on verra un petit peu comment moi j'inclus les fondamentaux dans tous ces registres-là. Ça, c'est un petit axe sur le haut niveau. Moi, ce qui fait la différence pour moi dans le haut niveau, alors j'aimerais bien avoir l'avis un peu de Pascal aussi, mais c'est ce que je crois voir moi, c'est la vitesse de transition. Et dans la vitesse de transition, ben, on a souvent une tendance à se dire attaque-défense, défense-attaque. En fait, le jeu de basket n'est qu'un jeu de transition. Je deviens porteur de balle, non porteur de balle. Je deviens rebondeur, donc je passe d'un statut
de personnes sans ballon, mais en l'air, je deviens porteur de balle, donc je change de statut en l'air. Le fait de passer sur une situation de je défends à 2 pas, je défends à 1 pas. Le basket n'est qu'une situation de transition et un système de jeu est une succession pour moi de situations de transition. Voilà. La capacité à exécuter à grande vitesse. Et ça, il faut forcer vos jeunes à aller sur cette grande vitesse. Je prends un exemple tout simple. Quand je dribble avec 2 ballons, on demande de dribbler fort, qu'on demande de dribbler vite. Si jamais je reste dans mon confort, je n'irai pas plus loin. Et en fait, il faut que le corps s'habitue à cette situation-là. Et pour ça, il faut qu'il y ait une prise de conscience de ma limite. Ça, c'est très important. Constater que je ne sais pas. Et quand je constate que je ne sais pas, là, je peux évoluer sur mon développement des fondamentaux. Pour moi, c'est la condition sine qua non. Et dans ce cas-là, il faut encourager à, tu perds ton ballon, il faut absolument que tu continues. Dans ce cas-là, c'est important. Ça fera partie de ton développement. Et jusqu'au jour où tu y arriveras. Et quand tu arriveras à la même vitesse, à la même puissance, il faut que tu augmentes pour rééchouer. C'est très important. L'autre point, c'est la dureté physique qu'il peut y avoir. Et ça, c'est un point sur lequel, qui est très important. C'est même chez les jeunes, reconnaître les points forts et amener les joueurs à avoir de la régularité dans son utilisation. Attention, chez les jeunes joueurs, il ne faut pas les rendre unidimensionnels, mais pour autant, quelqu'un qui a une adresse naturelle, ce serait dommage de ne pas développer sa gamme dessus, quitte à s'entraîner plus ou à pouvoir l'entraîner en plus. Mais en tout cas, c'est important d'avoir ça. Et il faut reconnaître les points forts. Et en bon français que nous sommes, en tant qu'entraîneur, il faut les reconnaître. C'est pas pointer ce que le jeune ne sait pas faire, c'est pointer ce qu'il sait faire. Et quand on pointe ce qu'il sait faire, déjà, on a une vraie évolution. Voilà. Ça, les Américains, ils savent tout faire, ils sont formidables même quand ils sont faibles. Nous, on est nuls même quand on est fort. Donc, c'est un vrai souci. Et on rentre sur mon premier thème, qui est le jeu de relance. Alors, le jeu de relance, pourquoi Stéphane, oui. Une première petite question liée au thème que tu as abordé au tout début, qui était comment fais-tu pour donner des missions à tous les entraîneurs présents sur tes séances? C'est un petit temps de brief. Il n'y a pas besoin de très longtemps. Nous, finalement, on n'a pas besoin de trop de temps parce que tout le monde est sur soit la partie amateur, soit la partie centre de formation. Et du coup, en fait, on essaie de donner les briefs les plus simples possibles. L'entraîneur, à partir du moment où il y a beaucoup de monde, devient un manager. Et à partir du moment où il manage, il faut qu'il arrive à connaître les appétences de chacun et les forces de chacun. Et en fait, à partir de ce moment-là, je crois qu'il peut se permettre de mettre les bonnes personnes à la bonne place. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va peut-être être sur la capacité à organiser une situation de dribbling et quelqu'un qui va peut-être être plus à l'aise sur la gestuelle de tir. Et du coup, en fait, c'est mettre les bonnes personnes à la bonne place pour qu'ils soient utiles, qu'ils se sentent utiles. Ça, c'est le plus important quand on manage, c'est faire en sorte que quelqu'un se sente utile. Voilà. Ça va répondre? Écoute, il reposera la question s'il y a besoin. Formidable. Alors, le jeu de relance, oui. Le up tempo. Alors moi, j'ai vu Guillaume Vizade en intervention. Si je vais vous lancer des petites idées aussi d'intervention parce qu'en cette période, c'est super. Guillaume Vizade sur le up tempo avec la Fédé, non, c'était avec la Ligue Aura. C'était vraiment très intéressant. Guillaume Vizade est très intéressant globalement d'ailleurs. Le up tempo, pourquoi Parce que normalement, c'est un jeu qui est développé depuis le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les règles en U15, c'est-à-dire en jeune aussi, emmènent l'arbitre à ne plus toucher le ballon. Donc, c'est quelque chose que nous, on veut favoriser. Alors, on a été très centré espagnol parce qu'ils gagnaient des titres, donc on voulait copier, mais je pense que c'est une vraie richesse, c'est de développer cette vitesse de transition, en fait. Je perds un ballon, je reviens défendre. Il y a une touche, voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très important. La notion aussi où, pour moi, il y a plus d'espace en jeune quand on joue sur tout terrain que sur demi-terrain. Donc, l'espace de création est important et en plus, ça développe l'athléticité. Le jeu de surnombre est important, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour moi quelque chose de très important. Le jeu de surnombre, c'est quelque chose que, en jeune, je crois qu'il faut faire tout le temps parce que ça nous emmène sur le point suivant, ça impose une prise de décision rapide. Ça veut dire qu'il faut réfléchir en courant, réfléchir en mouvement, là où parfois le demi-terrain nous impose à se démarquer, regarder, prendre le temps sur le tout-terrain. Je crois qu'il faut encourager les jeunes à pas jouer vite pour perdre le ballon tout le temps, mais il faut encourager le jeune à réduire ce temps de réflexion pour pousser le ballon vers l'avant. Et moi, j'estime que les jeux de fondamentaux développent une multitude
de fondamentaux dans la même action. Et ça, je vais m'expliquer un petit peu sur les slides d'après. Sur la slide d'après, je vais quitter le mode présentation parce que ça me paraîtra plus cohérent de le faire comme ça. Je vais juste supprimer ici. Hop là, voilà. Par exemple, cette situation, c'est une situation, moi, à l'époque, et je la fais encore en pro, que je faisais quasiment tous les jours pour finir mon échauffement. Parce que, et là, je vous disais la dernière fois, pour moi, il n'y a pas besoin de changer la forme de travail, il y a juste besoin de changer les objectifs à l'intérieur de ça. Et sur une forme comme celle-ci de relance, où admettons on peut supprimer les plots, et où on se dit on est simplement sur la capacité à capter le ballon en l'air en tournant autour du ballon, là, hop, attraper, se réorienter dans le saut, mais dans un premier temps c'est compliqué, donc c'est capter, prendre le temps de se réorienter avec l'appui le plus bas. Comment lancer le ballon? Alors moi, ma philosophie par rapport à ça, là, ici, c'est, je sais pas si vous voyez le curseur. Pascal, si tu fais oui de ta tête, si tu vois. Ouais, si. Ah, ok. Là, ici, être capable de capter ici et passer. Alors moi, il y a quelque chose que je refuse, c'est le fait de venir. Alors là, je mets le petit parce que c'est plutôt pour créer le contact. Mais en général, ce que je demande, c'est vraiment de courir ici, parce que je suis persuadé que ce joueur de grande taille, et je le fais encore dans mes équipes là, doit être capable de passer. Alors moi, la passe que je choisis quasi uniquement, alors poitrine n'existe pas. Le fait de sortir l'appui le plus bas pour passer avec une main, pourquoi pas. Mais les passes que je développe vraiment, c'est over the head, c'est au-dessus de la tête et c'est les baseballs. Vraiment, je pense que c'est les passes qu'il faut développer. Et si jamais il n'y a personne, je suis persuadé que le basket moderne nous emmène à avoir des 4 et des 5 relativement mobiles, ou en tout cas avec des habiletés basket. Et dans ce cas-là, c'est être capable de prendre le dribble. Et ça, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup. Vous verrez sur la situation d'après, je développerai un peu plus. Maintenant, sur la même situation, du coup, on a une situation de relance. On a une situation de démarquage. Parce que pour moi, ici, le joueur 3, il va pouvoir couper devant, il va pouvoir jouer backdoor, il va pouvoir prendre contact, s'écarter. C'est une situation de démarquage classique, finalement. Sauf que on va l'amener à courir vers l'avant et qu'il y a un espace qui est beaucoup plus grand derrière. Voilà, un espace backdoor qui est beaucoup plus grand, dans le dos qui est beaucoup plus grand. Ici, on a souvent, et là, c'est Goulven Brody, je me rappellerai toujours d'un exercice qu'il a pu faire, c'est-à-dire que la nécessité parfois, ça va être de battre quelqu'un au milieu de terrain, soit à grande vitesse, soit en ralentissant. Et là, la première des choses pour moi, pour battre dans le contre, on y reviendra après, c'est la capacité qu'on va avoir à travailler sur la latéralité, et là je l'ai mis ici, travail de latéralité, ou sur la capacité à prendre l'espace derrière pour reprendre l'espace de devant. Et ça, on en reparlera dans le 1 contre 1. Être capable de reculer, être capable de ralentir ou pas, être capable de battre. Je prends l'exemple où je suis en grande vitesse, mon adversaire coupe ma trajectoire, dribble dans le dos, je suis capable de battre mon adversaire ou coiffer, je suis capable de battre mon adversaire dans la vitesse. Voilà. Ici, on est sur ce qui est dribble d'élimination. Alors ça, c'est pareil. Si on veut développer le tempo, et moi, c'est quelque chose qu'on fait énormément, qu'on va faire énormément l'année prochaine, c'est capacité à battre. Et ça, chez les filles, c'est quelque chose qui est compliqué. Souvent, quand on veut battre, on s'arrête. Quand on voit un défenseur, on s'arrête. Ben, pour moi, la volonté première, c'est d'aller vers le cercle. Il faut aller gagner son vis-à-vis. D'accord. On parlait de Pierre Vincent. Pierre Vincent, dans son livre, il dit fixer, passer, non merci. Non, il faut aller marquer. Il faut aller marquer. On a la volonté de marquer. Ça, c'est très important. Dans les espaces, et ça, on verra plus tard, mais il y a un point qui est très important, c'est que j'ai fait exprès là d'aller sur l'espace vers l'arrière, comprendre que l'espace arrière est très important, et comprendre que l'espace latéral est très important. Et ça, on en reviendra encore parce que j'estime que nous, on a une vraie faiblesse chez les joueuses, c'est que, mais même chez les Américaines, c'est que les joueuses pensent que il faut aller vite dans les mouvements plutôt que travailler sur la latéralité, plutôt que de travailler en allant vers l'avant et être capable de créer l'espace de je vais vers l'avant, je recule, j'ai créé de l'espace pour m'offrir un tir, j'ai créé de l'espace pour m'offrir une feinte, j'ai créé de l'espace peut-être pour retravailler latéralement ensuite. Et c'est là où parfois on a l'impression qu'on a des faux lents, c'est que bah, eux, ils travaillent bien dans leur espace, à droite, à gauche, devant, derrière. Ça, c'est important. Voilà, donc ça, c'est ce on peut faire. Sur la slide juste à côté, et là, c'est toutes ces situations qu'on peut voir, c'est-à-dire relance toujours l'objectif de relancer vers l'avant, toujours aller vers l'avant. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
Le 4, nous, ce qu'on développe aussi souvent, c'est la capacité à prendre le dribble. Et si je prends le dribble, c'est pareil, il est capable de passer à droite, à gauche, de prendre les informations dans la course, dans la vitesse. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Et après, les continuités qu'on peut avoir, c'est-à-dire que là, on peut se retrouver avec un joueur qui va travailler balle en main et qui va ensuite offrir ou demander une réponse particulière à tout le monde, aux autres partenaires. Alors nous, on se sert de ça pour jouer tout ce qui est early screen, break screen. On se sert de ça pour tout ce qui est renverser le ballon. On se sert de ça pour... en fait, c'est un exercice qu'on utilise beaucoup sur 1, 2, 3 allées de façon à avoir cette capacité à transiter, cette capacité à traverser le terrain et cette capacité à répéter les fondamentaux propres malgré le fait de répéter les enchaînements. Voilà, le nombre d'enchaînements. J'essaie de pas trop être trop long dans le temps, dans le timing. Alors, on reprend. Alors, on va dire que peut-être que ce slide, pour vous, voilà, ne ressemble à rien. Alors, c'est un petit peu à ce que je vous disais, c'est-à-dire que pour moi, les fondamentaux nécessaires dans le jeu de relance sont la capacité de rebond, la capacité de relance. Dans cette situation de relance, on a des fondamentaux dans le jeu de passe. On a les fondamentaux de démarquage. Derrière cette relance, quand on a reçu le ballon et dans le 1 contre 1 long, comme le 1 contre 1 demi-terrain, on va avoir une notion qui est très importante, qui est la dextérité. Dans ces 1 contre 1 long, comme les 1 contre 1 court, on a un registre qui est important, qui est le changement de rythme. Et dans le 1 contre 1 long, je l'ai pas mis, mais dans le 1 contre 1 court, on a la notion de conscience des espaces et la notion de gestion des contacts, qui vient un peu plus dans le 1 contre 1 demi-terrain. Ça, c'est ce que, sur le même exercice, donc celui-ci là, pour moi, on peut travailler tout ça. Donc, on peut travailler 3 mois sur le même exercice, à mon avis. Alors, il y a la notion de variété. Quand on entraîne 3-4 fois par semaine, c'est vrai qu'il peut y avoir la lassitude. Donc ça, moi, je vous le déconseille. Mais moi, chez les jeunes, je pense que travailler 15 minutes sur une situation qui revient fréquemment, ça vous fait gagner du temps dans l'organisation, dans la compréhension, et ça vous permet vraiment de développer. Et voilà. Après, on peut rajouter, là, je prends l'exemple, on peut rajouter un défenseur à la place des plots. Un défenseur qui doit absolument soit voler le ballon, soit défendre avant la ligne médiane. On peut rajouter un défenseur ici qui doit défendre avant les 3 points. Et en fait, c'est à nous d'adapter nos règles. En fait, la même situation avec des règles différentes emmène une pluralité d'options. On passe dans le 1 contre 1 pour moi, au service un petit peu toujours du pré-collectif. Vous voyez, je vous parle de tout ça là. Je vous ai remis un petit peu les points importants pour moi sur le 1 contre 1 demi-terrain, la notion de changement de rythme, la notion de dextérité, la conscience des espaces et la gestion des contacts. Je répète, la conscience des espaces, c'est comprendre que quand j'ai un ballon, j'ai de l'espace autour de moi et que mon objectif est de déplacer le défenseur, de le déplacer vers l'avant, de le déplacer vers l'arrière, de déplacer mon corps vers l'arrière et de le déplacer latéralement. Ça peut être en feintant avec un appui, ça peut être en feintant avec le ballon et l'appui, ça peut être en feintant avec le corps. Il y a toutes ces situations qui vont être pour moi importantes. Voilà, changement de rythme, ça c'est quelque chose, pour moi c'est le plus dur à avoir. C'est le plus dur à avoir, le changement de rythme, vraiment. Capacité à s'arrêter, repartir. Je prends un exemple, quelqu'un qui part sur du tout-terrain, on lui demande de s'arrêter pour montrer le tir et repartir fort. Pour une fille, c'est très compliqué, mais vraiment très compliqué. Et là, on arrive sur la dextérité. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et pour moi, il y a 4 facteurs qui sont importants à prendre dans la dextérité. Le premier, c'est la décentralisation du regard. Alors, je prends un exemple avec un ballon de baudruche. Vous avez sûrement déjà vu. Lancer un ballon de baudruche et en même temps dribbler. Lancer une balle et dribbler 2-3 fois entre les jambes pour récupérer la balle. Ça, c'est de la décentralisation du regard. Après, bon, à l'époque, on faisait avec les doigts 1, 2, 3 et bon, voilà. Maintenant, cette décentralisation du regard, il faut faire attention parce que quand on est sur du statique, ça peut être handicapant, très vite handicapant. Donc, il faut aussi être capable de rajouter du mouvement. C'est pour ça que le ballon de baudruche emmène du mouvement tout le temps parce que ça va pas où on veut ça. Voilà. Le ballon comme sphère. Et ça, c'est quelque chose qui est... On a tendance à voir un ballon. Je prends l'exemple, dont j'ai rien sous la main, mais c'est quelque chose qui est rond, le ballon. Et on a tendance à se dire taper dessus, taper devant pour ramener. Et en fait, il faut qu'on arrive, les jeunes, à ce qu'ils travaillent autour
du ballon, être capable de coiffer de la droite vers la gauche, de l'avant vers l'arrière, être capable de le in and out, très important, être capable d'insister. Ça, il faut que les jeunes ont la capacité à vraiment s'approprier le ballon. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très long parce qu'en fait, faire en sorte que le ballon soit vraiment un prolongement du corps, c'est pour moi le plus dur à acquérir. L'autre aspect sur lequel j'insiste, et alors là, peut-être des gens ne seront pas d'accord, c'est la coordination appui-ballon. Je demande beaucoup de coordination avec le pied opposé quand le ballon touche le sol. Et pour moi, ça fait sens parce que tous mes mouvements, en fait, ont tendance à s'arrêter sur cette répétition. C'est-à-dire que quand je vais m'arrêter sur un tir, en général, en alternatif, j'essaie de coordonner cette pose d'appui pour n'avoir plus qu'un appui à monter. Donc, je vais dribbler main droite, main gauche, je vais rentrer droite et j'aurai plus que le pied gauche à rentrer, inversement. Ça, c'est quelque chose que je répète énormément. Et dans la notion de feinte, ça va être quasiment la même chose. On va souvent se retrouver sur la même chose. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que moi, je retrouve souvent, la coordination avec l'appui opposé. Et le point important, c'est de le resituer tout le temps dans différents contextes. J'ai remis un petit exercice parce que je lis le bouquin de Ferguson en ce moment et il me fait beaucoup sourire parce que des choses bêtes, en fait, ont beaucoup de sens dans ce qu'il peut dire. Et la conservation du ballon, lui, par exemple, qui était un bon entraîneur, a passé 1 heure sur un entraînement, je crois, de la Turquie, il me semble, à l'époque. Et en fait, les Turcs, pendant 30 minutes, ont fait de la conservation de ballon. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, lui a rajouté de la conservation de ballon à chaque entraînement. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour nous, on fait peu les situations, je parlais de surnombre, mais quand il y a un peu plus de maîtrise, d'arriver sur des situations de sous-nombre offensif, c'est-à-dire passer du 3 contre 6 peut-être sur demi-terrain, avec des situations où on a peu d'espace, ne pas limiter le dribble, attention, c'est pas de la passe à 10, c'est quand je ne suis plus en capacité de dribbler, trouver la personne qui est seule. Et trouver la personne qui est seule sous pression. On peut passer sur du 2 contre 4, mais on peut passer aussi sur du 1 contre 2, sur des espaces du coup plus réduits, sur une situation. Ça, pareil, 6-7 minutes, ça peut fonctionner. Voilà. Et là, je vous ai mis aussi plusieurs petits exercices, là, notamment sur le fait de pouvoir dribbler avec 2 ballons avec un adversaire ou sans adversaire avec du mouvement en simultané, en alternatif, en mettant des changements de main devant vous, derrière vous, un ballon devant, un ballon derrière, ainsi de suite. Et ici, on a tous les... J'ai perdu mon curseur, je ne l'aurai pas. On a tous les espaces, c'est-à-dire qu'en haut à gauche, sur l'exercice là de droite en haut à gauche, on a le fait d'aller vers l'avant, de reculer, réattaquer l'opposé en ayant en fait un espace qui tout le temps bouge. C'est-à-dire que ma normale, c'est le cône du haut, c'est-à-dire que je suis là, mais en fait, du coup, je vais travailler devant le cône, je reviens là où j'étais, je travaille à gauche du cône et je reprends finalement mon espace de couloir central. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à développer. C'est la même chose, c'est-à-dire que parfois, on fait dribbler les jeunes entre les jambes. Quand on dribble entre les jambes, on ne peut pas rester sur place. L'appui, il va pas devant, il va sur le côté. Je travaille en diagonale avant pour pouvoir déplacer mon adversaire, que l'adversaire cadre le ballon et mon appui de droit pour m'ouvrir mon espace de gauche. Ça, c'est pour moi très important. Voilà. Voilà par rapport à ça. Les gestions de contact. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour ça. On peut se dire parfois, c'est dangereux. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Mettez quelqu'un à dribbler, mettez quelqu'un sur l'épaule gauche et forcez à dribbler, dribbler, dribbler. Et je garde le contact, j'être capable. Ou quelqu'un qui va plutôt être sur à chaque dribble, je dois créer le contact. À chaque dribble, je dois créer le contact. Parce qu'en fait, c'est important que les jeunes s'habituent à ça parce qu'en fait, finalement, le basket, c'est un sport de contact. Contact contrôlé, contact maîtrisé par nos chers amis les arbitres. Mais c'est un sport de contact et il faut vraiment arriver à se servir de ça. Et moi, dans cette gestion des contacts, le petit point qui me paraît important, c'est de savoir lesquels et savoir comment. Alors là, ce qui est compliqué, c'est quand on n'essaie pas nous-mêmes ou quand on n'a jamais ressenti, ça devient dur. Alors moi, j'ai jamais été un grand basketteur, mais par contre, j'ai toujours fait en sorte d'essayer ce que je propose pour avoir des ressentis basket. Voilà, entre ce que je vois, ce que je peux proposer, ce que je peux faire. Et notamment sur les situations de contact, le premier que je repère, c'est sur le dribble. Et en fait, sur le premier dribble, c'est savoir si oui ou non j'ai passé mon adversaire. Voilà. Le repère, c'est est-ce que j'ai passé mon adversaire. Ce qui est donné maintenant souvent, c'est la ligne d'épaule. On parle souvent de ligne d'épaule. Quand j'ai passé ma ligne d'épaule, j'ai gagné. Voilà.
et ne pas donner ses épaules et ainsi de suite. Et en fait, moi, ce que je demande, c'est de toujours franchir cette épaule, cette ligne d'épaule, et à partir du moment où j'ai pu engager l'épaule derrière cette ligne d'épaule ou au niveau, j'estime que c'est gagné tout le temps. J'estime que c'est toujours gagné. C'est-à-dire qu'il va falloir être capable soit de refermer l'espace derrière, et dans ce cas-là, mon adversaire est derrière moi, soit de garder ce contact jusqu'à l'accès au panier pour peut-être faire venir une aile et trouver la petite passe, ou pour peut-être, encore une fois, on en parle, le dernier dribble avec le dernier appui, dernier dribble fort avec l'appui, admettons, contact à droite, je dribble avec ma main gauche, dernier dribble fort avec appui fort pied droit, dribble fort en même temps, et rompre le contact pour aller chercher le cercle derrière. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. L'autre chose, c'est dans la reconnaissance des contacts, c'est mon défenseur repasse devant moi ou mon défenseur est devant moi. Soit je reprends de l'espace, ça c'est possible, soit je reprends de l'espace pour passer immédiatement, ou soit je passe en même temps. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Mon adversaire est devant moi, je n'ai pas gagné mon adversaire, je dois être capable de passer le ballon. Voilà. Nous, le repère, c'est ça en général aux filles, on leur dit, si l'adversaire est devant vous, c'est que vous n'avez pas gagné votre duel. Passez votre ballon. Voilà. Je n'interdis pas les 1 contre 1. Voilà. Les autres contacts, c'est sur le premier appui, du double pas. Sur le second appui, du double pas. Voilà, il y a différentes choses. Tony Parker, par exemple, était fan du second appui, du contact sur le second appui pour aller écarter le bras et tirer. Et le fait de franchir entre 2 portes qui se ferment. Parfois, c'est franchir. Et la dernière fois, on avait une belle intervention de Pascal sur les tenues de balle et sur le double pas. Et moi, j'estime qu'il n'y a pas de tenue de balle spécifique. Il ne faut jamais imposer quelque chose. Alors, c'est très important de dire que le ballon ne doit pas être accessible. Mais en fait, parfois, pour que le ballon ne soit pas accessible, je prends un peu de recul, pour que le ballon ne soit pas accessible, parfois, il faut l'amener devant. Parfois, il faut l'amener en bas. Parfois, il faut l'amener sur le côté. Parfois, il faut le faire passer. Parfois, c'est le fait. Et en fait, c'est cette variété, quand je vous disais, qui va être importante, notamment pour franchir. Nous, ce qu'on apprend, c'est quand je passe et qu'il y a un petit espace, on demande à ce que le ballon reste au niveau de la cheville pour pouvoir engager. Donc, je dribble fort, mon ballon reste très bas, je le récupère très bas pour pouvoir franchir les 2 joueurs et ensuite le ramener hauteur des appuis pour aller des épaules pour aller tirer. Et en fait, c'est important de comprendre que sur ces gestions de contact, le ballon, il est vivant. En fait, je peux feinter, je peux le ramener pour le ressortir. Voilà. Et ça, il faut que ce ballon, en fait, fasse partie du corps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit un handicap qu'on bloque à un endroit parce que on a vu toujours des jeunes qui étaient là, ciblés, fermés et qui étaient finalement avec un balai dans le cul et c'était compliqué. Stéphane, je me permets une petite question. Et sans doute que je serai rejoint par Pascal parce que je sais que lui défend beaucoup cette idée que l'entraîneur doit être un fin technicien, entre guillemets, et vraiment maîtriser ses techniques individuelles. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment toi, alors même si tu en as un petit peu parlé tout à l'heure de t'essayer des choses sur le terrain toi-même, mais comment tu t'intéresses à aller chercher ces détails, à te renforcer dans cette connaissance technique et à quoi ça te sert, toi, personnellement, je dis, dans ta façon d'entraîner. Ok. Alors moi, je regarde là, notamment sur cette période de confinement, je regarde énormément ce qui peut se faire, mais j'ai toujours fait ça en fait. Et je suis parti notamment à l'étranger pour voir un peu tout ce qui se faisait. Et en fait, j'ai toujours eu cette curiosité de faire en fait, de faire les choses pour les comprendre. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, je me suis fait alors peu de jugement s'il vous plaît. Attention, on partage, on est là pour en toute bienveillance et voilà. À l'époque, je m'étais fait un lexique. Vous voyez là, ça c'est juste sur les tirs en course. C'est juste sur tous les tirs en course et je m'étais dit que j'allais les réaliser tant que c'était pas bien fait au niveau de la vidéo. Alors là, c'est pas très bien fait, mais du coup, en fait, je m'étais répertorié tous les fondamentaux du tir en course, tous les fondamentaux de dribble-tir, tous les fondamentaux de dribble-tir, tous les fondamentaux dans le post-up que j'essayais vraiment de reproduire en fait, que j'essayais constamment de reproduire et j'ai toute une bibliothèque du coup de mouvements qui peuvent être faits, qui peuvent être voilà. Et ça a été vraiment une volonté bon, les vidéos marchent mal a priori.
C'était vraiment une volonté sur mon développement en tant que jeune entraîneur. Ça a été de savoir faire les choses, montrer, me rendre crédible. À la base, j'avais pas d'expérience en fait moi pour pouvoir être crédible. Et le seul moyen d'être crédible, c'était la capacité à faire, à montrer, à démontrer. Et en fait, c'est des choses que j'étais pas forcément capable moi de remettre dans le terrain parce que c'était pas ce que je cherchais, mais j'étais capable de quasiment faire tout ce que je pouvais demander. Et de ce fait, ben ça a été important. Et une anecdote très très drôle, c'est que du coup, j'avais appris à dribbler un peu à haute vitesse, avec forte intensité, en faisant un peu, voilà. Et finalement, cette expérience m'a amené à me retrouver sélectionneur, enfin en tout cas entraîneur de la sélection d'Estonie pendant 3 semaines, pendant 2 semaines. Parce qu'en fait, ils cherchaient quelqu'un justement pour développer les fondamentaux chez leurs jeunes joueurs, mais pas que. Et du coup, je me suis retrouvé 2 semaines à entraîner en Estonie parce qu'ils ont apprécié le fait que quelqu'un soit capable de démontrer ce qu'il demandait. Voilà. Ça répond ou pas, François? Oui, oui, tout à fait. Il y a deux petites questions qui apparaissent. Est-ce que tu utilises les mêmes exercices pour tout le monde ou une spécialisation par poste chez les jeunes, mais à partir de quel âge? Chez les jeunes, tout le monde. Tout le monde doit tout faire, pour moi. Chez les jeunes, c'est important que tout le monde soit en connaissance d'à peu près tout. Voilà. Mais même, je dirais, tout le monde jusqu'en U15, même en U18, à la limite, je pense que tout le monde est capable de faire. On peut pas spécialiser quelqu'un parce que je crois que le développement, souvent on dit, oui, on voit en U13, voilà, si quelqu'un a des aptitudes, il y a plein d'exemples qui montrent que c'est pas vrai. Hein. Déjà, comme je disais, pour moi, commencer le basket très tard, c'est pas un problème. L'autre point, c'est que je pense que oui, en jeune, il faut vraiment que tout le monde passe partout. Après, moi, là aujourd'hui, avec les joueuses, non. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'une Taylor Wurtz. Moi, elle faisait quasiment que des écrans sortants, sur les développements des fondamentaux, parce qu'en fait, dans son fond de jeu, ce qu'on lui demandait, c'était attraper, tirer, ou attraper un dribble de dribble, tirer. Donc, on répétait quasiment tout le temps ces choses-là, mais sans forcément l'amener sur du pick and roll, parce que je savais qu'elle avait une faiblesse et que moi, mon rôle sur un an, c'était pas de la développer, mais parce que c'était un an. Alors que là, je prends l'exemple, on a signé une jeune joueuse de 20 ans, Giselle Soder, et en fait, elle, on va essayer de l'amener sur beaucoup de registres, de façon à la développer au maximum, parce qu'elle reste jeune joueuse et que pour moi, elle n'est pas encore experte dans quoi que ce soit. On verra très vite là où elle est la meilleure, mais pour autant, c'est important de garder vraiment le fait de toucher un peu à tout, à mon avis. Ah, il y a un point sur lequel j'insiste, mais ça c'est dangereux de le dire aussi, c'est qu'on peut faire une très grosse carrière avec un point fort. J'en suis sûr. On peut faire vraiment une énorme carrière en développant un point fort. Par contre, si le reste autour c'est vraiment des points très faibles, c'est pas possible. Il faut être capable de sortir un point fort. Par contre, c'est la même chose. Un joueur qui est moyen dans à peu près tout ne sera pas intéressant du tout. En général, il ne va pas accéder au haut niveau en étant moyen à peu près tout. Voilà. On repart. Ouais. Après. Alors, les déplacements au service du collectif. Moi, quels sont les objectifs de mon collectif chez les jeunes et chez les moins jeunes? Alors, je vais partager une anecdote du pourquoi et comment j'en suis arrivé là. Je me rappelle, c'était à Saint-Brieuc à l'époque. Je crois que c'était une finale de TIL, enfin finale ouais, ça devait être ça. Et en fait, il y avait une région qui a gagné d'ailleurs, et sur ce dernier tir notamment. Et tout le long du match, n'ont fait que répondre à une chose, c'est laisser de l'espace de 1 contre 1, laisser des duels. Laisser des duels. Et en fait, je me suis aperçu que quasiment tous les jeunes de l'équipe étaient en capacité de créer. Et en fait, là où il marque pour gagner le match, c'est sur un cross à gauche, il revient à droite, il y a une aide qui crée un petit stunt, un aidé reprendre, il y a un kick en face, une passe en face dans le coin, tir à 3 points, victoire. Et en fait, je me suis dit, mais le basket, c'est simple. On crée plein de situations pour amener du retard, c'est une réalité. Mais l'objectif numéro 1, c'est d'être capable, comme ce jeune, de créer en fait avec ce ballon et de créer du danger. Et du coup, autour de ça, ma réflexion, ça a été l'objectif de mon collectif aujourd'hui sera d'augmenter l'espace de duel constamment, laisser le porteur de balle pouvoir s'exprimer, le soutenir si jamais il est en situation d'échec. On parlait tout à l'heure du contact qui revient devant, bah, c'est le soutenir, voilà, et être capable de revenir lui offrir une ligne de passe.
Et à plus haut niveau, pour ça, on a souvent besoin quand même de créer du retard par des collaborations. Les boss screen, quand on a un backdoor cut, c'est-à-dire que il y a quelqu'un dans l'aile qui va créer une situation de backdoor pour que le joueur du coin remonte. Souvent, ça crée un petit retard parce que le joueur défenseur du joueur du corner va avoir un petit TD reprendre qui va laisser une vraie opportunité d'espace pour le joueur qui remonte. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Mais du coup, mon jeu s'est articulé quasiment uniquement autour de ça. Quasiment uniquement autour de ça. Alors, j'aimerais qu'on aille plutôt que là-dessus. J'aimerais qu'on aille plutôt sur phase draw. Normalement, vous êtes avec moi là. Voilà. C'est ça. Et on va parler un petit peu des fondamentaux par rapport à ça, parce qu'en fait, à la fin, je vais supprimer les petits. On va y aller ensemble, en fait. Par exemple, je m'explique sur cette situation. J'ai repris la situation justement du jeune que j'avais pu voir sur le fait de driver sur sa main droite et de kicker derrière. Ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire que nous, là, dans cette situation-là, on a les fondamentaux de capacité à créer balle en main. Ça, c'est quelque chose qui est important. À savoir que l'évolution que nous, que moi je mets chez les jeunes, c'est savoir réaliser un contre 0, savoir réaliser en surnombre, savoir réaliser à 1 contre 1. Parce que le 1 contre 1, finalement, voilà, c'est quelque chose qui est compliqué. Et d'autant plus chez la femme, chez les filles. Je ne suis pas misogyne ou quoi que ce soit, j'entraîne des filles, ça se passe très bien. Mais elles ont plus de besoin, de nécessité souvent d'un collectif pour pouvoir créer un retard défensif fort. Parce que manque de manipulation, parce que manque de dextérité, parfois manque de vitesse aussi par rapport à la latéralité défensive des joueurs en face. Voilà. Donc là, je drive sur ma main droite après avoir créé l'espace. Ici, mon seul objectif, voilà. Alors, il y en a qui appellent ça le sens de l'horloge ou pas, ou inversement. En fait, quasiment tout le monde tourne dans le même sens pour nous. Quasiment tout le monde tourne dans le même sens. À quelques exceptions près, on verra ensuite. Ma première chose, c'est de se dire que quand je passe ici, cette première passe ici développe déjà les fondamentaux et une qualité de passe qui peut être de 3 manières. C'est-à-dire qu'on peut faire le même exercice pour développer 3 passes différentes. Soit je passe à une main dans le dribble, soit je passe à terre avec un petit slide, soit je m'arrête, je sors l'appui et je désaxe sur le côté droit. Mais autour de ça, quand on disait qu'on a une situation d'appui, on a aussi une situation de soutien qui vient tout le temps et qui vient en même temps prévenir une situation de repli défensif pour la plupart du temps. Voilà. Et dans ce cas-là, cette passe ici, et là notamment, je prends un exemple, si je veux aller plus loin, si on mettait un pick and roll ici, sur 1 de 4 ou de 5 sur 1, et cette passe ici, bien souvent cette réponse sur un protect par exemple ou sur un flat, la meilleure réponse c'est ça en fait, c'est cette passe-là. Et du coup, là, cette passe ici pour A3, elle est hyper compliquée, la capacité à attaquer et à passer au-dessus de la tête pour retrouver directement, parce qu'en fait, ce soutien, il sera quasiment toujours présent parce que finalement, je suis côté faible et donc il y a une situation d'aide qui vient se présenter. Cette passe-là, elle est compliquée. Mais pourtant, c'est cette passe qui va créer aussi le plus de retard défensif par rapport au close-out et tout ça. Nous, ce qu'on donne aussi comme principe, c'est que on a dit qu'il fallait laisser de l'espace de 1 contre 1. Et si je ne franchis pas dans la peinture, si je ne vais pas dans la peinture, globalement, on demande à la joueuse de s'écarter le plus vite possible en dehors des 3 points pour recréer de l'espace. Parce que toutes les alors souvent on entend passe-passe dribble, passe-passe dribble, passe-passe dribble. Nous, on fait pas ça. On le fait quand il y a quelqu'un dans la peinture. L'idée de la passe-passe, en fait, pour nous, c'est juste de la logique et un peu d'intelligence en se disant que je vais pas driver s'il y a quelqu'un dans la peinture. En fait, globalement, c'est ça la philosophie. Passe-passe, c'est se dire qu'il y a une aide de LED et il y a quelqu'un dans la peinture, donc tu peux pas, voilà. Et donc jouer plutôt sur l'aide de LED. Donc c'est juste de la lecture de jeu et c'est pas quelque chose à imposer à mon avis. C'est-à-dire que ballon dans le coin, pour nous, on peut réattaquer tout le temps. C'est possible de réattaquer. Je m'explique. Ici, sur ce drive, on a souvent un aider reprendre de D2 pour fermer l'espace. Là. Et en fait, quand on passe dans le coin, il n'y a plus d'aide de LED. La seule défenseur qui existe, c'est la ligne de fond. Et du coup, cette ligne de fond, il faut la prendre parce que c'est pas elle qui va nous voler le ballon. Donc, aider reprendre de D2 sur A1, attaquer le fond directement. Et là, sur cette attaque, c'est très important. C'est que pour moi, on a souvent une tendance à dire regarde le cercle, mets-toi face au panier. Pour moi, ça, c'est un des fondamentaux qu'on utilise énormément. À ce moment-là, on ne regarde pas le panier avec les appuis, avec le regard oui, mais pas avec les appuis.
c'est-à-dire qu'on est dos au coin, avec le pied droit qui va être un peu plus avancé. D'accord? Je ne sais pas comment vous le mettre. Là, ah, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Par exemple, ça ne veut pas. Hein. Voilà. Là, on a un appui ici et on va avoir un deuxième appui qui va se retrouver là. De façon à ce que quand j'attrape sur ma main gauche, ici, je puisse déjà avoir ce petit mètre ici d'appui supplémentaire. Là, j'ai gagné de l'espace. Et en fait, 90% des gens qu'on a, ce sont des droitiers. Donc finalement, si j'ai besoin de me réorganiser au niveau de mes pieds ici, j'ai plus qu'à rebouger mon pied droit pour tirer sur un petit effacé. Donc nous, on insiste beaucoup sur ces fondamentaux-là. Et on répète, et on répète, et on répète. Même titre, là je glisse dessous, être capable, je l'ai fait un peu trop loin peut-être, être capable de glisser, parce que si ça va plus loin ici dans la continuité, si je vais plus loin, ben cette petite passe, être capable de retrouver cette petite passe et de finir sous le poignet. Voilà. Donc ça, c'est les fondamentaux, être capable de se déplacer, tirer. Là, ici, même principe. Du coup, là, moi, je vous ai dit, on a le droit de redriver. C'est une réalité. Et la capacité, quand je prends une ligne de fond, ce qu'on disait avec les appuis, je prends, je gagne de l'espace, c'est D5 qui vient, ou c'est D3. Du coup, si c'est D5 qui vient, on va souvent avoir D3 qui va être en aide de l'aide, parce que D3 est ici, donc c'est lui qui va venir en aide de l'aide et c'est lui qui va. Et dans ce cas-là, si D5 est sur l'aide de l'aide, on va avoir une situation plus longue où on va avoir cette situation d'attraper, tirer en étant encore une fois, d'accord, là c'est un peu différent, le ballon vient de face. Le ballon vient de face. Du coup, mes épaules sont face au ballon. Du coup, mes appuis sont face au ballon. Et là, dans ce cas-là, la structure des appuis, ça va plutôt être face au panier. Voilà. Parce que le ballon vient pas de la même situation, parce que l'aide vient d'en face. D'accord? Et parce que du coup, le drive sera pas ici. On parlait de situation logique juste avant. C'est-à-dire que pour moi, du coup, c'est une logique de se dire, il y a quelqu'un dans la peinture, il y a une aide de l'aide. Situation logique voudrait de se dire que je ne reprends pas le dribble. J'ai le tir, mais je ne reprends pas le dribble. On parlait d'appui et de soutien tout à l'heure. Drive ici, si je pars ici sans lumière et que je ne peux pas driver le fond et que je m'arrête avant la raquette, bah là, situation de soutien. Le 1 doit attendre cette situation de soutien. Alors normalement, on est 5, hein, là, il n'y a que 4 joueurs. Hein. Mais lui, son rôle, c'est le soutien. Et après, revenir sur un rôle d'appui. C'est-à-dire que je vais retrouver la passe et l'extra passe. Bon, ça, c'est des choses que vous connaissez. Et ainsi de suite. Et là, je n'ai pas mis volontairement parce que là, du coup, on s'est dit qu'on trouvait peut-être une passe. Et encore une fois, ça, c'est la capacité qu'on va avoir après une course. Je vais remettre la course parce que c'est important. Après une course, et ça fait partie des fondamentaux, être capable d'avoir une course incurvée avec de la vitesse, être capable de jouer le contre-pied, être capable de tirer, être capable de fixer, reprendre le milieu, être capable de passer, je vous l'ai dit, créer de l'espace rapidement, être capable de passer. Nous, notre règle, c'est après une pénétration, après une extra passe, la première intention, c'est soit le tir, soit regarder dedans. Et là, donc, le 5, c'est la capacité qu'on était au-dessus. Là, il a recréé l'espace ici. Là, il vient se réinstaller sur son joueur. Parce que je vous rappelle qu'ici, son joueur, c'était D5, qui est venu en aide. Et s'il est venu en aide, moi, j'ai un avantage sur lui et je vais pouvoir ce qu'on appelle dire seal, m'installer sur lui. Je vais pouvoir sealer sur lui. Voilà. Donc, globalement, après, derrière, on a toute la capacité à toujours l'arrière un drive, l'espace. Et ça, la reconnaissance de l'espace libre, c'est ce qui est finalement le plus long. C'est ce qui est finalement le plus long. C'est-à-dire que quand je viens ici, finalement, pardon, ça va être plus simple parce que c'est là. Quand je viens ici, je redrive le milieu, recréer l'espace. On voit l'idée globale. L'idée globale, c'est de laisser de l'espace au porteur de balle tout le temps et soutien tout le temps. Donc moi, mon jeu s'articule quasiment que autour de ça. Et mon jeu précollectif et mes fondamentaux ne sont organisés qu'autour de ça. Voilà, création, capacité à créer, capacité à exploiter. Hier, Mehdi Marie a fait une intervention qui était intéressante sur le down screen, sur les écrans sortants. Et en fait, il disait une chose très importante. Il disait, moi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, je croyais que l'écran sortant, c'était une capacité, une aide au démarquage. Et en fait, je l'ai déjà vu ça, écrit, aide au démarquage. Sauf que l'écran sortant, c'est fait pour marquer. Et en fait, la capacité, ça va être d'exploiter tous les petits espaces. L'écran sortant, il y a un choix qui est fait. Ce choix, il faut le sanctionner tout le temps. Voilà. Stéphane, oui. Deux questions qui apparaissent. La première, et qui sans doute en lien avec ce que tu développes sur tes précollectifs, c'est les intentions défensives.
chez les jeunes, et notamment dans le pré-collectif, comment les développer, parce que ça va être un pendant pour pouvoir après les sanctionner. Bah, déjà, il y a une nécessité. Alors, il y a une nécessité. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin, quand on travaille sur des jeunes, qu'on a 2 séances semaine, il n'y a pas besoin de faire de séances de défense. Pour moi, à un moment donné, c'est toujours sur le fait de qu'est-ce qui prend le pas et qui doit amener, du coup, l'attention de l'entraîneur à chaque fois. C'est-à-dire que si j'estime que l'attaque gagne tout le temps, il va falloir que je me recentre un peu sur la défense. Si j'ai la chance d'être deux, peut-être que c'est répartir les rôles. Euh, Moi, sur les jeunes joueurs, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de choses à part prendre les habitudes des attitudes. Je parle chez les très jeunes. Prendre les habitudes des attitudes, prendre les habitudes de se situer par rapport au ballon, par rapport au panier. Donc la notion d'aide, la notion de défense sur porteur, et la volonté simple de rester entre le joueur porteur de balle et le panier, globalement. Je pense que déjà, quand on a réussi ces aspects-là, en mettant des attitudes, en mettant des intentions, en mettant de l'agressivité, pour moi, c'est quelque chose qui doit suffire jusqu'en quasiment U15, à mon avis. Jusqu'en U15. On parle pas des comporteurs, on parle pas. Après, quand on arrive sur les U15, je pense que les collaborations sur les aides, sur les rotations, c'est des choses qui doivent rentrer en jeu, voilà, à partir de U15. Mais qui doit pas prendre. Pour moi, en fait, c'est assez simple quand même de mettre en place Alors, c'est pas simple de mettre en place un collectif défensif, c'est pas vraiment. Mais ça prend moins de temps que de s'approprier un ballon, à mon avis. Ça prend moins de temps que tous les fondamentaux balle en main, que toutes les capacités à répondre aux déplacements sur le moment présent et sur le bon timing. J'estime que c'est pas forcément cependant qui doit prendre le dessus. Maintenant, bien souvent, on se dit on fait un choix entre l'attaque et la défense. Je pense qu'en jeune, il faut être capable de travailler les deux, c'est-à-dire de corriger son porteur de balle et de corriger le non porteur de balle sur les attitudes, et pas de dire je vais me centrer que sur la défense, je vais me centrer que sur ça. Ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'il faut pas, c'est pas perdre du temps, mais il faut être capable d'avoir les deux réponses sur le moment. Donner à manger à l'attaque et à la défense, en fait. Merci. Une deuxième question, puis on est à 5 minutes un petit peu normalement du terme. Une question par rapport à la construction de ton équipe. Est-ce que tu construis ton équipe par rapport à ta philosophie de jeu, ou est-ce que tu adaptes la qualité individuelle ou intellectuelle pour construire après ton projet collectif, quoi? Alors moi ici, je construis pour deux choses. Je construis pour le futur, c'est-à-dire que je fais venir des joueuses qui sont incomplètes dans l'idée de les garder dans le temps. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, en général, j'ai une idée d'une équipe, à quoi ça doit ressembler. C'est-à-dire que pour moi, même si depuis 2 ans, j'ai pas cette qualité, mais un poste 1 doit être capable de tirer, doit être capable de relancer, doit être capable de jouer autour du pick and roll. Ça, je le sais. Donc, je vais faire en sorte de trouver une joueuse qui est forte autour du pick and roll en général. Voilà. Parce que c'est plutôt ce registre que je vais lui amener. Mes postes 2 sont globalement des créatrices en général. Quelqu'un qui va être capable d'aller dans la peinture et qui va. Bon, ma poste 3, globalement, c'est une shooteuse. Quelqu'un qui est capable de jouer proche du cercle aussi. Quelqu'un qui a une bonne lecture de jeu proche du cercle et qui va être capable quand même de jouer sur des situations de jeu de relance. Voilà, que j'avais moins cette année avec Bourse. C'était une shooteuse unique. Sur le poste 4, moi, je suis sur quelqu'un qui shoot et qui a une qualité de passe énorme, capable de gagner un duel dans le post-up que si il y a même si elle gagne que quand il y a une situation de mismatch, avantage grand-petit, ça me dérange moyennement du coup. Et ma poste 5, en général, c'est quelqu'un qui est proche du cercle. J'aime bien, moi, les postes 5 qui travaillent proche du cercle, qui sont un peu grands, parfois un peu lourds, mais avec des habiletés balle en main. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, que j'avais pas du tout cette année, notamment avec Koulibaly. Et en fait, pour moi, c'est pas que c'est ma philosophie, parce que là, par exemple, mon équipe, elle change un petit peu dans les façons d'être. Mais pour autant, j'ai recherché des joueuses qui me correspondaient un petit peu plus. Ouais. Donc, oui, mon recrutement, il est orienté par rapport à ce que j'estime nécessaire sur les postes de jeu. Maintenant, pour ceux qui m'ont vu évoluer, moi, chaque année, globalement, je change un petit peu ma façon de jouer parce que j'estime que c'est important et je suis encore en développement en fait. J'ai 32 ans, donc il y en a ici qui ont un peu plus de bouteilles que moi. Je ne les citerai pas. Ok. Une autre question qui apparaît.
Par quel moyen développes-tu la communication entre les joueuses, jeunes ou seniors, hein, de ton équipe sur le terrain? Sur le terrain, alors des moyens sur le terrain ou développer la communication sur le terrain à travers différents moyens? C'est différent la question. Là, si Jonathan, qui a posé la question, peut ouvrir son micro et la poser directement, ça sera plus simple, ça correspondra véritablement à son attente. Oui, bonjour, bonjour Stéphane. C'était dans l'idée, y compris sur les catégories les plus jeunes, en fait, parce qu'on s'aperçoit que c'est quand même un gros souci sur les catégories jeunes de parler, on parlait de collaboration. Est-ce que toi, tu as des petits conseils par rapport à ça pour les inciter à communiquer et du coup à mieux collaborer pour la suite? Prendre des habitudes vis-à-vis de ça. Ouais. Alors là, il y a Jérôme Fournier, notamment en défense, qui avait fait quelque chose sur ça, qui était assez intéressant. Et en fait, moi, je dirais que pour ça, il faut commenter ce que l'on fait. Globalement, chez les jeunes, c'est pas un problème. Nous, on a tendance à leur dire tais-toi. Et je pense que amener les jeunes à commenter ce qu'ils font, c'est intéressant. Il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant, je pense, chez les jeunes, c'est le fait. Alors, on dit souvent, il faut être capable de se voir en vidéo, mais le fait de pouvoir corriger les partenaires aussi, ou d'avoir une idée sur la correction du partenaire que je peux apporter. Donc, mettre en opposition un petit peu un jeune qui va dire, bah là, qu'est-ce que toi tu corrigerais? Déjà, ça les emmène un petit peu à déjà à travailler ensemble, parce que moi je pense que le team building, ça vient sur la capacité à travailler ensemble, donc la capacité à accepter que l'autre vienne me challenger sur quelque chose. Donc ça, c'est important. Nous, ce qu'on fait sur le centre de formation aussi, c'est les boissons huddle. C'est-à-dire que chaque temps de boisson n'est pas un temps de récup, c'est un temps de rassemblement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elles vont au milieu, elles échangent sur un point ou sur deux points, elles crient, elles reviennent à l'entraîneur et elles donnent un point qui est important de faire évoluer par rapport aux situations passées. Ça peut être des trucs tout bêtes, la concentration, ça peut être attention quand moi je vais quand je prends le drive à droite, à bien passer à droite. Ok. Est-ce que on a peut-être le temps de reprendre une dernière question et pour qu'on puisse à peu près tenir le temps. Stéphane, je J'ai reprends une juste question, l'écran. François. Bien sûr, vas-y. Je reprends juste Bonjour. l'écran pour annoncer la suite. Hein. T'inquiète pas, Stéphane, mais tu peux répondre à la question. Christophe, vas-y. Bonjour, Christophe Alardi. Bonjour, Stéphane. Euh, tu parles effectivement de créer de l'espace pour le 1 contre 1 et le spacing. Je pense que c'est clé. Moi, j'ai une vraie interrogation chez les jeunes. Quelle est la bonne notion de spacing et quel repère? Pour être plus précis, je m'interroge, est-ce qu'on utilise les lignes du terrain ou est-ce utilise les compétences des joueurs et notamment pour leur spacing sans ballon? Quelle est ta vision des choses par rapport à ça? Moi, je pense que ça dépend de l'âge. Je pense que les jeunes fonctionnent avec des repères. Et en fait, au plus jeune âge, les amener avec un repère global, ça permet de faire travailler un peu tout le monde de la même façon. Et je pense qu'avec la spécialisation plus tard des postes et des compétences, je crois que le fait de les amener sur les compétences individuelles, de les déplacer via leurs compétences individuelles a du sens. Voilà. Je prends un exemple tout bête. Quand je suis sur un spot arrière, si je drive sur le côté à droite et qu'il y a quelqu'un à l'aile, ben moi il y a certaines joueuses que je vais plutôt amener à faire couper backdoor à tout prix et il y en a à qui je vais dire bah toi tu vas en face dans le coin parce que tu vas finalement ton déplacement dans le coin va nous amener une force dans le tir à 3 points, mais peut-être que ton défenseur va pas vouloir te lâcher. Et dans ce cas-là, c'est là que tu seras le plus intéressant dans le fait de me libérer l'espace. Alors que si c'est un non-shooter, ben finalement, il va rester entre les deux et on n'aura pas gagné beaucoup d'espace. D'accord. Réponds. Oui, oui, merci. Ouais. On arrive à la fin du temps qu'on s'était imparti. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager? Non, juste te dire que je suis content de ce qui se passe là. Moi, je suis vraiment ravi de voir tout ce qui est mis en place pour le basket dans la France entière en fait. Aux États-Unis, il y a quelque chose qui se passe vraiment de gros avec coachclinics.com là.
Mais je trouve que ce que nous on fait là, il y a une vraie richesse et j'encouragerais vraiment tout le monde à partager. Il y a tellement de colloques finalement qu'on n'a même pas le temps de tous les suivre, mais c'est une richesse incroyable. Et je vous encourage vraiment à partager, à développer et à ce genre de choses et à participer aussi, même à plus bas échelles. Là, il y a du monde, tout ça, mais même si c'est que pour 10-15 personnes, c'est une vraie richesse. Et quand je vois des entraîneurs Pascal, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, avec moi, il a pris grand-chose aujourd'hui. Mais pourtant, il est là, il est assidu, et puis, et il y a toujours ce truc, et je trouve ça formidable.